Je suis directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui est membre de l'Université Côte d'Azur, dans le laboratoire à Lagrange. Et je suis responsable de l'équipe théorie et observation en planétologie, qu'on dit aussi équipe TOP. C'est un acronyme, mais pas que, parce que l'équipe est vraiment top. On a vraiment des gens très très bien. Et puis j'ai l'honneur, la chance d'être responsable scientifique de plusieurs projets spatiaux qui sont liés en fait à l'exploration des petits corps du système solaire et en particulier des astéroïdes. Donc c'est ça dont je vais vous parler maintenant, ce qu'on fait depuis Nice notamment, et puis pourquoi on le fait avec une actualité très chaude, puisque dans 3 jours, il y a un gros événement qui va se produire. Alors il y a un match de foot à Nice, c'est vrai, mais pas que, il y a aussi un gros événement qui concerne les astéroïdes. Alors avant ça, je vais quand même vous présenter de quoi on parle. Donc jusqu'à la fin des années 90, les astéroïdes, c'était des petits points lumineux qui réfléchissaient simplement la lumière qui venait du Soleil et qui était très faible. Et depuis la fin des années 90, en fait, on a affaire, je laisse monsieur le maire rentrer peut-être, donc je refais une petite pause. Non, je continue. Alors donc on a affaire en fait à de véritables petits mondes qui nous montrent une incroyable diversité de structures. On voit ici des formes très différentes, de taille, de morphologie, de composition, et même sur un même objet, on a une incroyable diversité de structures géologiques qui vont d'avalanches à des champs de roches, des particules qui sont éjectées. Donc en fait, on est passé de l'ère où on pensait que ces petits cailloux étaient simplement des petits cailloux dans l'espace à la réalisation que ce sont des mondes géologiques. Alors, ils sont pour la plupart entre Mars et Jupiter. Vous avez ici le Soleil, vous avez les planètes telluriques. Et en fait, les astéroïdes sont les restes des briques qui ont formé les planètes et qui n'ont pas eu la chance ou la malchance, selon comment vous le voulez, de finir dans une planète. Et en fait, ces planètes, leur composition a changé parce qu'elles sont grosses, elles ont chauffé. Un petit peu quand on met un gâteau dans un four, ça cuit, ça se transforme. Et en fait, ces restes des briques qui ont formé les planètes sont restés suffisamment petits pour avoir gardé la mémoire de la composition des ingrédients initiaux qui ont formé ces planètes. Donc en les étudiant, on remonte le temps et on peut élaborer une recette qui nous permet de fabriquer le super gâteau qui est maintenant le système solaire. Par ailleurs, certains contiennent de la matière organique, de l'eau, et on pense, grâce à des modèles d'ailleurs développés à Nice, qu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts et que ces impacts ont pu peut-être apporter tous les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Donc c'est la première raison pour laquelle on les étudie. Et certains d'entre eux sont déstabilisés et rentrent dans le système solaire interne. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais en tout cas, ceci nous est montré par ces magnifiques images de la Lune qui nous montrent qu'on a un corps peuplé de cratères. Et la Lune, par rapport à la Terre, a cet avantage qu'elle garde la mémoire de tous les impacts qu'elle subit, puisqu'elle n'a pas d'érosion, elle n'a pas 2/3 de sa surface qui est couverte d'eau. Et du coup, elle enregistre tout, et c'est comme ça qu'on sait qu'on a un taux d'impact qui est resté en moyenne constant dans les 4 milliards d'années. Alors, on a plus de petits impacts parce qu'il y a plus de petits objets, moins de gros, heureusement, mais on a donc une population qu'on appelle la population des géocroiseurs qui croise la trajectoire de la Terre et qui peut potentiellement nous menacer. Et d'ailleurs, dans Don't Look Up, donc pendant toute la journée, on a Look Down sur Terre. Eh bien, en fait, Looking Up, c'est important aussi parce que ça nous permet de surveiller ces corps. Est-ce que c'est important ou pas? Certes, par rapport au réchauffement climatique plus court terme et tous les dangers auxquels on a affaire sur Terre, c'est pas aussi important. C'est un des risques naturels les plus faibles, mais qui a des grandes conséquences. Les dinosaures auraient aimé avoir une agence spatiale, et donc on sait que sur le long terme, il se reproduira. Et pourquoi est-ce qu'on s'en occupe dès maintenant? C'est parce que, comme tous les phénomènes à faible probabilité mais à haute conséquence, une pandémie aussi par exemple, c'est multiparamètres. Il y a le volet prédiction, savoir prédire le risque, le volet prévention, comment on développe les technologies pour y faire face, et le volet décision politique, puisqu'au final, il y a quand même des décisions à prendre à un moment donné où on n'est pas vraiment sûr de ce qui va se passer. Et on aura un jour affaire à ça, bien sûr, sur le plus long terme possible. Pour l'instant, on n'a aucun objet qui nous menace. Et notre idée, c'est d'offrir un plan aux futures générations qui permet de leur éviter d'avoir à improviser parce que malheureusement, si ça arrive, ça arrivera très vite. Et donc, il faut pouvoir anticiper bien à l'avance. Donc voilà la raison pour laquelle on fait ça. Et vous avez ici un exemple de ce qui s'est passé au-dessus de Tcheliabinsk en Russie en 2013, où un objet de 17 mètres de diamètre a explosé à 27 km dans l'atmosphère. On voit ici, les Russes ont des caméras sur leur voiture de partout, donc ça a été beaucoup filmé.
et on voit le bolide arriver et qui va exploser dans l'atmosphère, générant 35 bombes d'Hiroshima en énergie. Alors il y a eu 1000 blessés parce que les gens sont allés se précipiter, voir quelle était cette lumière, puis quand ça a explosé, ça a brisé les vitres. Alors parfois c'est intéressant de savoir quand est-ce qu'on prend son café, parce qu'on peut se prendre quelqu'un dessus, comme par exemple cette gentille dame qui va se prendre un collègue qui ne sait pas trop ce qui lui arrive, et puis l'instinct de survie des espèces vivantes, c'est quand on ne sait pas ce qui se passe, on s'en va. Voilà. Et vous avez aussi une porte juste après où il vaut mieux pas être de l'autre côté parce que voilà, il peut arriver ce genre de choses. Alors évidemment, c'est un objet de 17 mètres, c'est tous les siècles que ça arrive et c'est jamais arrivé sur une ville habitée parce que pour l'instant en tout cas, on est encore concentré sur des zones. Alors ça devient un problème plus important parce qu'on étend les villes. Des villes comme Dubaï n'existaient pas il n'y a pas si longtemps que ça et donc du coup, même les phénomènes locaux deviennent un peu plus importants à considérer. Alors, voilà ce qu'il faut faire pour se préparer. Il y a prédiction, prévention et organisation mondiale. Évidemment, comme j'ai que 30 minutes, et on m'a tenu à 30 minutes, je vais vous parler de la prévention et faire le lien avec une actualité qui va se produire dans 3 jours, comme je l'ai dit, puisque dans 3 jours, on a un match de rugby à Nice, mais on a 1h30 avant, et ça c'est extraordinaire, un retour d'échantillons d'astéroïdes sur Terre. Donc ça fait partie de la caractérisation. Si on veut pouvoir lutter contre son ennemi, même si les astéroïdes sont plus mes amis que les ennemis, faut savoir de quoi il est fait, comment il va réagir à ce que je lui fais. Voilà, si j'ai une baraque en face de moi, je vais peut-être être plus calme que si j'ai quelqu'un un peu plus mou. Donc c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire. La caractérisation, c'est important. Et vous avez ici cette mission OSIRIS-REx de la NASA, dans laquelle à Nice, nous sommes fortement impliqués. Et je dois dire qu'on a la chance d'être dans l'équipe d'analyse préliminaire des échantillons. On a un grand cosmochimiste, Guy Bourrel, qui est en charge de l'organisation de l'analyse des échantillons en France, et nous recevrons des échantillons en octobre qui viennent de 300 millions de kilomètres, qui ont coûté $1 milliard pour la mission. Donc, et pour l'anecdote, il risque d'arriver par la poste, par FedEx, c'est simplement un numéro de suivi. Donc voilà l'astéroïde. C'est un astéroïde qui fait 500 mètres de diamètre. C'est des images absolument magnifiques. Quand on est arrivé, on ne s'attendait pas du tout à autant de rochers. Regardez, c'est incroyable. Alors la sonde s'est mise en orbite, donc elle a été lancée en 2016, arrivée le 3 décembre 2018, et elle a survolé l'astéroïde pour choisir le meilleur site de récolte. Et donc on a des images incroyables, et on ne s'attendait pas à une telle diversité. Voilà, regardez. Alors sachant que sur un objet de 500 mètres de diamètre, ouais, là je suis très excité, je saute en vous parlant, je suis déjà en orbite. Parce qu'il n'y a pas d'attraction, il y a très peu d'attraction. Donc du coup, on se demande comment est-ce qu'on peut avoir autant de matériaux qui reposent sur la surface. Encore d'autres images, ça fait 7 mètres. Vous voyez, il y a même des petits cailloux qui pendouillent sur le côté. Allez vous poser là-dessus. Et justement, ça, c'est un des sites de récolte. Ça veut dire qu'on a 300 millions de kilomètres et il fallait que la sonde puisse viser des zones qui font à peine 10 mètres de diamètre. C'est incroyable, et de façon autonome, puisqu'en fait, on pensait au départ qu'on aurait des zones, vous savez, nous les scientifiques, on dit aux ingénieurs, vous inquiétez pas, on va pouvoir se poser, il y aura des zones très larges de 50 mètres, donc ils font des techniques de précision à l'atterrissage d'à peu près 50 mètres, puis quand on arrive, évidemment, quand on a tout faux, on est content parce qu'il y a de nouveaux défis. Par contre, les ingénieurs, ils sont moins contents parce qu'ils doivent revoir toute la stratégie de navigation, et c'est ce qu'ils ont dû faire pour la réduire et arriver à rentrer dans des zones-là. Alors je dois dire que voilà comment ça se passe. On a eu un bras de 3 mètres de long qui est déployé par la sonde. Au bout de ce bras, il y a un cylindre et on va faire ce qu'on appelle du touch and go, c'est-à-dire que la sonde va descendre lentement et une fois que le cylindre touche la surface, il va éjecter de l'azote gazeux. Ça va créer un vent artificiel et dans ce vent artificiel, on entraîne les poussières qui vont être capturées dans le cylindre. Tout ça en 6 secondes. Là, vous avez une expérience en microgravité sur un vol parabolique qui a été fait. Vous voyez le gaz qui est dégagé. Ça semblait marcher, mais ce qui marche, même dans des conditions paraboliques, ne sont pas nécessairement ce qui va marcher là-haut. Et donc, ça a été une opération le 20 octobre 2020. On était malheureusement encore confinés. On s'est tous mis l'équipe en Zoom pour suivre ça. C'était vraiment le moment ultime. Et ensuite, le cylindre vient se remettre dans la capsule. Et c'est cette capsule qui arrive donc le 24 septembre. Alors je dois dire qu'on a eu l'aide d'un ami, Brian May, vous connaissez le guitariste de Queen. En fait, il est astrophysicien et c'est un expert d'images stéréoscopiques. Mais quand je dis un expert, c'est en même temps un artiste et un vrai expert. Il est vraiment extraordinaire. Il nous a beaucoup aidé pour trouver des zones de récolte parce qu'il fallait qu'on trouve des zones dans lesquelles il n'y a pas de rocher plus grand que 1 mètre. Et sur des images à 2 dimensions, on arrive à le faire. Mais quand il s'agit de poser une sonde et de la ramener, on veut être sûr de ça. Et les images en 3D, bien sûr, valent tout
pour pouvoir faire ça. Et Brian est vraiment un expert. On lui donne 2 images prises à 2 angles différents, où les ombres ne sont pas les mêmes, hein, donc c'est compliqué, et il arrive avec une collègue italienne, Claudia Manzoni, à en faire des images stéréoscopiques qu'on regarde avec ses lunettes, et ça nous a beaucoup aidé pour choisir les zones de récolte. Donc c'est pas simplement anecdotique, il a vraiment été important pour le choix de ces zones. Et voilà la zone choisie, donc c'est vraiment, c'est très sombre. On a simplement le fond d'un petit cratère ici, qui fait une dizaine de mètres. On a une espèce de rocher qu'on a appelé Mont Doom, qu'on va devoir éviter avec la sonde. Vous avez ici, vous voyez, la surface prise un petit peu comme ça pour vous montrer la taille de la sonde par rapport à ces rochers. 300 millions de kilomètres, le signal met 20 minutes pour venir sur Terre, donc tout ça doit être fait de façon autonome. Et vous allez voir ici la récolte avec le cylindre, donc c'est pris depuis le haut de la sonde. Et quand le cylindre va toucher et qui repart, donc on a foutu un sacré chaos, parce qu'effectivement on a complètement bouleversé le site. Ça, en fait, il y a eu aussi les propulseurs, hein. Et alors le truc complètement fou qu'on n'avait pas prévu, c'est que quand la sonde a touché, le cylindre a touché le sol, il n'y a eu aucune réaction de la surface, comme si on était rentré dans un fluide ou un sable sans cohésion. Ce qui est complètement aberrant, parce que quand vous regardez, vous avez des rochers, on s'attend à ce que ce soit dur. Et en fait, la sonde s'est enfoncée, et si on n'avait pas mis les propulseurs, peut-être qu'elle continuait à s'enfoncer dans la surface. Incroyable. Je passe très vite les détails, parce qu'en fait, on a tellement ingéré de poussière qu'elle a une sorte d'indigestion. Et quand la caméra a regardé le cylindre en remontant, on voyait des particules ressortir, parce qu'on en avait trop pris. Donc finalement, on a réussi à refermer tout ça. Et vous voyez ici, avant et après, le site de récolte qui a été perturbé. Ici, vous avez aussi... Oups là, non, trop tard, j'aurais pas dû toucher. Voilà. Là, vous avez aussi une animation qui vous montre les hauteurs du sol dans le site. Et puis, quand on s'enfonce, on va voir là le point d'impact. Et puis, les couleurs, bon, voilà, on a vraiment... Alors qu'on y est allé doucement, hein. Donc, ça nous montre que ces objets ont une réaction très contre-intuitive à ce qu'on leur fait, parce qu'ils sont dans un environnement très différent de celui de la Terre. Du fait de leur faible gravité, le comportement, on n'arrive pas, avec notre intuition basée sur ce qu'on expérimente sur Terre, on n'arrive pas à l'appréhender. Et les images ne nous disent pas tout, parce qu'on avait 2 ans et demi d'images de cet objet, et aucun membre de l'équipe n'avait prédit cette absence de réaction de la surface. Ça a des implications pour la défense planétaire, parce que si on veut dévier un astéroïde, il faut savoir si effectivement il est résistant ou pas, mais aussi pour ceux qui s'intéressent aux ressources spatiales. Vous savez que vous avez des compagnies et des pays qui s'intéressent à exploiter les ressources des astéroïdes. Plutôt que d'emmener les ressources depuis la Terre dont on a besoin, on emmène le minimum et on les utilise comme des relais, par exemple. Ça paraît de la science-fiction, mais sur le long terme, je pense que ça pourra le faire. Et ça serait malin, d'ailleurs. Et c'est très important de continuer à apprendre à interagir avec eux, parce qu'on est encore loin de comprendre ce qui se passe. C'est ça la chose. Alors, les échantillons vont revenir donc, dimanche prochain. Vous pourrez voir en direct sur NASA TV le retour de cette capsule qui sera déployée à 100 000 km d'altitude par la sonde, et puis avec 2 parachutes finalement dans le désert de l'Utah. Il y a une ellipse d'incertitude de 53 km à peu près, mais le désert est très grand, on est aux États-Unis. Et donc un hélicoptère ira les chercher. Il y a eu des entraînements qui ont été faits. Ça vous montre la taille de la capsule, hein, dans laquelle il y a les échantillons. Le but, c'était d'avoir 60 grammes. On espère avoir 200 grammes. C'est quand même très intéressant, sachant que 70% sont gardés pour des analyses ultérieures, après les analyses préliminaires, et pour les futures générations. Donc c'est des missions qui occupent des générations de chercheurs, parce que les instruments analytiques évoluent dans le temps. On continue à analyser les échantillons de la Lune. Et là, avec ça, on va pouvoir faire des analyses pendant des décennies. Donc ça, c'est en train d'être préparé. Et donc, comme on dit en anglais, stay tuned, dimanche. On est tous très à fond. Pour l'instant, tout est nominal, donc ça va arriver. Et on va avoir des échantillons à Nice qu'on pourra présenter à Monsieur le maire, je l'espère, et à bien d'autres collègues, grâce à notre cosmochimiste local, Guy Libourel. Alors, la deuxième chose, c'est la validation d'une technique de déviation. Donc, vous avez entendu parler des missions DART et Hera. Et certains d'entre vous ne savent pas que c'est né en fait en Europe dans les années 2000, début 2000, où en fait un comité a été sollicité pour recommander des missions pour dévier des astéroïdes. Alors, malheureusement, c'était en 2003, donc là, je suis là. Et là, il y a Franco Ongaro, qui est devenu directeur de l'ESTEC et qui est maintenant chez Leonardo. Donc, on a vraiment été en Europe pionnière dans ces études, et on avait proposé une mission qui s'appelait Don Quichotte, qui consistait à envoyer un projectile appelé Hidalgo, du roman de Cervantes, et l'orbiteur Sancho, donc projectile haute vitesse qui explose dans la sonde, et Sancho qui est le détective qui se met en orbite et qui mesure la déviation.
Bon, l'ESA n'a pas pu mettre en œuvre cette mission et c'est plus tard qu'avec des collègues américains et aussi Yann Carnelli de l'ESA et Franco Ongaro, on a eu cette idée de peut-être se partager les efforts entre l'ESA et la NASA pour aboutir à un projet qui mélange donc cette mission DART et cette mission ERA. Alors DART a déjà fait son job, ERA part en 2024 simplement parce qu'il a fallu du temps pour en Europe la faire approuver, mais c'est pas très grave parce que pour ce qu'on veut mesurer, on peut le faire même 4 ans après. Dans l'espace, les choses évoluent relativement lentement et je vais vous le dire brièvement de quoi il s'agit. Alors déjà l'idée, quand même, je voudrais remercier Monsieur le maire puisqu'il était venu lorsque la mission a été approuvée à notre atelier à Nice pour nous voir à l'Observatoire dans une magnifique soirée dans laquelle il a remis une médaille à certains d'entre nous d'ailleurs, très honorés. Vous voyez ici les photos, on lui avait présenté le représentant de la NASA, de l'ESA et puis l'équipe scientifique. Vous avez ici le board, c'était vraiment une soirée magnifique et je le remercie de son soutien. Et donc voilà la cible, donc c'est un mini-système Terre-Lune, vous avez l'équivalent de la Terre qui s'appelle Didymos, qui fait 780 mètres de diamètre, donc moins d'1 kilomètre, mais surtout Dimorphos, qui est la petite Lune, qui fait à peine 150 mètres de diamètre, sachant que depuis la Terre, on n'avait aucune idée de sa taille. Alors voilà l'idée, on envoie une sonde à 6 km par seconde, donc à peu près 24 000 km/h, pour taper sur la petite Lune, pour la dévier de sa trajectoire au cours de son corps principal. Donc en fait, elle tourne en 11h55 initialement, on tape dedans et en principe, on doit réduire d'au moins 1 minute sa période, voire plus, sa période autour de Didymos. Donc c'est ça l'idée, et vous qui faites des CubeSats, il y avait un CubeSat italien qui a été déployé 2 semaines avant pour pouvoir nous donner des images de l'impact lui-même. Vous reconnaissez que c'est assez challenging parce qu'on déploie 2 semaines avant, on est à 6 km par seconde, il faut qu'il continue à fonctionner, qu'il suive, qu'il retransmette les données à la Terre. Tout ça se passe à 11 millions de kilomètres de la Terre parce qu'on veut pouvoir mesurer la différence de période avant et après l'impact depuis la Terre. Comment on fait ça? Par des occultations. La petite Lune passe devant son corps principal, ça l'assombrit. Et entre 2 assombrissements, c'est la période, le temps qu'elle a mis. Une fois, on le fait avant et après, et on sait si on a réduit ou non la période. Donc voilà comment ça doit se passer en principe. Donc DART, c'est une machine à laver avec ses panneaux solaires, on balance tout là-dedans. Il n'y a pas d'explosif, on est au-delà de la vitesse du son des matériaux, donc ça explose naturellement. J'aurais lancé un rocher, il explosait aussi. C'est pour ça que les cratères sont circulaires en général. Et vous voyez ici, avant l'impact, les images. Donc ça, c'est vraiment le truc impressionnant, c'est qu'on ne commence à distinguer la cible que 2 minutes et demie avant l'impact. On lance en 2021, pendant 10 mois, on a toujours un point lumineux dans le ciel. Et donc tout se joue 4 heures avant, quand la sonde devient autonome parce qu'on ne peut pas la guider, et qu'elle doit non seulement repérer Didymos, mais ensuite distinguer les deux et se caler sur Dimorphos. Et voilà ce que ça donne sur un film. Donc là, en fait, les secousses que vous voyez, ce n'est pas le réalisateur, le caméraman qui n'est pas bon, c'est simplement le fait que la sonde s'ajuste avec ses propulseurs pour toujours garder les points lumineux qui lui servent de repère pour pouvoir aller sur Dimorphos. Et là, évidemment, il y a un point clé qui est maintenant, où elle doit effectivement se caler sur Dimorphos, et à partir de là, normalement, ça doit marcher. Donc c'est des images accélérées. Vous voyez petit à petit, alors nous-mêmes, on découvrait dans la salle d'opération ces images qui n'étaient plus un modèle mathématique, mais la réalité, et ça donne ça quand on est dans une salle d'opération. Alors ça donne, tiens, ça c'est l'image 11 secondes avant l'impact, on a 68 km, ça va très vite. Et voilà, là c'est un petit film qui vous montre ce qui se passe. Je peux vous dire, c'est pour ça qu'on fait ça, donc je vous le montre. Donc on voit les images arriver, on est avec toute l'équipe. Chaque nouvelle image. Bon, il ne faut pas avoir peur du ridicule, mais bon. Et surtout, et la dernière image qui va arriver. Hop. Voilà. Voilà pourquoi on fait ça. C'est pour ce moment-là, ce moment de cohésion de toute une équipe, et surtout beaucoup de jeunes. On a beaucoup de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses impliqués. Et ça, c'était merveilleux de les voir à chaque nouvelle image, discuter. Ah mais attends, c'était pas ça, mais attends. Enfin, c'était super. Bref, voilà le point d'impact. Vous voyez, tout petit, entre 3 rochers, on a pu reconstituer ce qui s'est passé, puisque la sonde, on a pu comprendre quelle attitude elle avait. Vous avez ici une petite animation qui vous montre comment elle a tapé. Elle a explosé, comme je l'ai dit. Et vous avez ensuite ces images prises par ce satellite italien. Alors elles sont très saturées, c'est pas une mission flagship, c'est un petit CubeSat, mais c'est déjà pas mal, qui nous montre quand même qu'on a fait des dégâts à Dimorphos.
beaucoup de dégâts. D'ailleurs, on s'est inquiété parce qu'après, on a eu des images par les télescopes terrestres. Il y a eu une campagne internationale. Et la première qu'on a eue, on était encore dans la salle d'opération. J'étais avec la directrice du programme de la NASA et le monsieur défense planétaire aux États-Unis. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oula, finalement, Hera va aller voir un anneau autour d'un astéroïde parce qu'on avait vraiment l'impression d'avoir pulvérisé Dimorphos. En fait, heureusement, non. Plus tard, on a retrouvé. On a même de magnifiques images de Hubble. Ça, c'est le télescope spatial Hubble qui a pointé avec le James Webb. Vous avez cette image avec ces queues qui s'étendent à 70 000 km. Ce sont toute la matière qui est éjectée, qui est poussée par le vent solaire, la pression de radiation solaire, qui finalement l'étale jusqu'à très très grande distance. On a même 2 queues comme une comète. On ne sait toujours pas pourquoi, mais il y a 2 queues. Et là, même plus tard, ça c'est en décembre, et on a détecté des petits rochers qui évoluent encore à proximité. Donc il y a toute une dynamique un peu complexe à l'intérieur qui petit à petit va se dissiper, parce que quand Hera arrive, il ne faut pas qu'il y ait trop de rochers autour. Voilà, ça donne vraiment des images magnifiques. Et là, voilà, la période a été mesurée avant et après, et finalement, on a réduit de 33 minutes, pas 32, 33 minutes la période orbitale, ce qui est assez conséquent. C'est au minimum, si on apportait, alors je n'ai pas le temps de vous expliquer toute la physique qu'il y a derrière, même si elle est simple, mais 30 minutes, au minimum, on apporte la quantité de mouvement de DART. Si on fait beaucoup de matière éjectée, la quantité prise par la matière s'ajoute à celle de DART. Donc plus on émet de matière, plus on propulse, c'est action-réaction. Et ça dépend de ça. Donc au minimum, on diminuait de 73 secondes. Donc 33 minutes, c'est qu'on a éjecté beaucoup de matière. Mais ça ne nous donne pas toute la solution, parce que dans les simulations d'impact, pour les valider et extrapoler ce test à d'autres scénarios, il nous faut le résultat final, puisque vous voyez que selon 2 matériaux, conditions initiales que je prends, c'est-à-dire est-ce que c'est très résistant ou mou, est-ce que c'est un agrégat, est-ce que c'est monolithique, je vais avoir une taille du cratère qui est très différente. Ça ne se voit pas encore trop sur ces simulations, mais dans les calculs qu'on a faits, pour ce que l'on voit, on peut avoir laissé un cratère d'une quelques dizaines de mètres ou avoir complètement déformé Dimorphos. Complètement. Et pour ça, il faut une autre sonde qui va nous donner le résultat final, puisque malheureusement, le petit satellite italien n'a pris que les premières minutes après l'impact. Et quand on est dans des régimes de très faible attraction, tout est très lent et il faut des heures avant que le cratère soit formé. Donc, on a beaucoup d'inconnus. Ça a fait quand même beaucoup de publications. On a fait la couverture de Nature avec ça. Vous voyez le nombre de jeunes impliqués, notamment le Célian Blanc. Voilà, le nombre de jeunes chercheuses aussi, j'insiste là-dessus. Et on a encore des tas d'inconnus, puisqu'on veut avoir le résultat final, à quoi ressemble Dimorphos et quelle est sa structure interne. Parce que dans les modélisations, il faut que je parte avec la cible qui a les bonnes propriétés, parce que ceux qui font des modélisations ici, vous le savez comme moi, on peut reproduire ce qu'on veut. Il suffit de faire du fine-tuning des paramètres, il n'y a aucun problème. Donc ça, ce n'est pas de la validation. La validation, c'est partir des bonnes conditions initiales, c'est-à-dire impact, vitesse d'impact, masse du projectile, on l'a avec DART, les propriétés de la cible, sa structure interne, et reproduire le résultat final. Et c'est ça que la mission Hera va nous permettre de faire, dont la responsabilité scientifique est à Nice, et qui sera lancée le 8 octobre 2024 depuis Cap Canaveral par une Falcon 9. Alors c'est une sonde de 1,2 kg qui est équipée de 2 CubeSats. Donc on a des CubeSats dans cette sonde. Bon, ça, il y a les instruments classiques, les caméras hyperspectrales, les imageurs infrarouges, thermiques, mais il y a aussi ces 2 CubeSats qui vont nous permettre, une fois déployés, de faire de l'analyse minéralogique et surtout pour celui-là, de la structure interne, puisqu'on a un radar basse fréquence qui va nous permettre de faire de la tomographie, donc sonder l'intérieur, savoir si l'intérieur de Dimorphos est homogène, si c'est un agrégat, ce que l'on pense d'ailleurs, un empilement de roches liées par leur propre gravité, parce que la réponse à l'impact de cet objet dépend de ça, et pour l'interpréter, il faut qu'on ait cette connaissance, et c'est la première fois que ce sera fait sur un astéroïde. Donc ça, c'est assez excitant. Vous voyez ici la sonde et puis 2 meringues très heureuses pour les regarder. Dans la salle blanche, vous avez le module de propulsion ici, la cage, ça c'était en fin juin. Voilà, donc c'est toujours assez magnifique de voir le bébé grandir. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Et là, une fois qu'on l'intègre, oula, c'était minuté. J'ai quasiment fini, mais il m'a éjecté. Alors, on va y arriver. Je reviens sur ma sonde. Donc, en fait, les deux se sont mis ensemble pour pouvoir en faire une structure simple. Voilà, je vais arriver là. Hop. Ouh, j'aime pas ça. Ah oui, voilà. Ici.
Donc vous voyez ici la sonde, le module qui au millimètre près va se mettre sur le module de propulsion, donc ça c'est fait, et elle est maintenant en phase de test de vibration à l'ESTEC, au centre technique de l'ESA, pour pouvoir vérifier sa tenue mécanique. Alors la dernière chose que je dirais, c'est qu'il y a un premier atterrissage sur un astéroïde de 150 mètres, puisqu'on va faire même atterrir un CubeSat sur Dimorphos, et comme il est muni d'accéléromètre, on va pouvoir mesurer les coefficients de rebond. C'est une autre manière de mesurer la réponse à une sollicitation externe de cet objet, cette fois-ci un impact normalement basse vitesse, qu'on comparera avec celui haute vitesse. Et encore une fois, ça, ce sont des informations très importantes pour les compagnies qui s'intéressent à interagir avec les astéroïdes, peu importe la raison. Une chose que je voudrais vous dire, c'est que la suite, ça va être, je l'espère, la mission Apophis, qui, le vendredi 13 avril, pour les superstitieux 2029, va passer à l'intérieur de la trajectoire des satellites géostationnaires. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont, mais bon, la section efficace d'un satellite est quand même faible par rapport à... Donc, la probabilité que l'astéroïde tape dedans est très faible. Cela dit, ça va passer à 31 000 km de la Terre. On pourra le voir à l'œil nu, depuis Nice. En fait, il y aura plus de 2 milliards de personnes qui le verront à l'œil nu, depuis l'Europe de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Et on va organiser un congrès, la NASA m'a demandé d'organiser le congrès de défense planétaire à Nice pour pouvoir l'observer avec tous les experts. Ça sera un moment absolument extraordinaire, éducationnel, parce qu'on pourra montrer à un enfant la lumière émise par un astéroïde. Et si on a une sonde qui est en train de le regarder en même temps, on pourra lui dire, tu vois, il y a une sonde qui est là-haut, il s'en souviendra toute sa vie. Donc c'est pour ça qu'on veut, enfin c'est pas que pour ça, mais en partie, qu'on veut monter une mission, parce qu'en fait, la nature nous offre un laboratoire naturel. C'est-à-dire que là, on n'a même pas besoin de toucher l'objet, il va simplement ressentir les forces de marée de la Terre. Et on n'a qu'à observer. Et on pourrait voir si les forces de marée vont le déformer, toutes les informations qu'on cherche à comprendre sur leurs propriétés mécaniques. Donc c'est absolument magnifique. Et c'est pour ça qu'il y a 2 études en cours, une au CNES, en collaboration avec le JPL, qui s'appelle DROID, qui consiste à envoyer une sonde mère et 2 CubeSats, qui cette fois-ci vont faire du radar bistatique. Donc on transmet l'onde dans l'astéroïde, on les récupère de l'autre côté, et on fait la véritable tomographie pour mesurer sa structure interne avant et pendant le passage, ce qui est absolument magnifique. Et il y a une autre étude, RAMSES, à l'Agence spatiale européenne, qui, elle aussi, réutilise la plateforme ERA avec 2 CubeSats et pourrait aussi faire du sondage interne ou de la sismologie. Le CNES est très intéressé aussi pour la sismologie, ça pourrait vibrer, on pourrait mesurer les ondes. C'est pas de la science-fiction, c'est à l'étude. Par contre, il faut aller très vite parce qu'il faut qu'on lance en 2027-2028, donc il faut que les sous arrivent rapidement. C'est pour ça qu'en ce moment, on se bat beaucoup. On ne peut pas rater cette opportunité, sachant que après ça, 8 jours après le passage d'Apophis, la mission Osiris-Rex, qui aura déployé ses échantillons dimanche, repart pour aller voir Apophis, mais elle n'arrivera que 8 jours après le passage. Donc si on avait une sonde européenne ou française avant, qui fait le lien avec la sonde américaine après, on a une synergie extraordinaire. Et donc c'est pour ça que j'espère que ça va se faire. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps très grandement ou si je suis dans les temps. Sinon, j'ai un tout petit mot à dire sur... Ouais ? Sinon, on arrête là. Moi, je suis très tranquille. Je ne veux pas monopoliser la parole. On a des personnalités importantes après moi. Donc, en tout cas, bon, pour vous dire quand même, parce qu'on a encore un truc fun qui arrive, c'est MMX. On va aller voir une lune de Mars. Donc, vous savez que Mars a 2 lunes, bien sûr, Phobos et Deimos. Pour vous donner l'échelle par rapport à la lune de la Terre, la lune, c'est 1% de la masse de la Terre. Donc, c'est quand même assez gros, on la voit. Phobos, c'est tout petit. Vous voyez, là, vous avez Mars, je la trouve sublime, cette image. Un objet tout noir, un petit rocher de 15 km de diamètre. Et donc, les Japonais, après avoir pris des échantillons d'astéroïdes, vont se lancer dans une retour d'échantillons de Phobos pour comprendre son origine. Et en France, avec responsabilité niçoise scientifique, on a un rover qui s'appelle IDEFIX. Le nom a été choisi récemment par le CNES et le DLR, en partenariat CNES-DLR. Et là, c'est assez génial. Vous voyez, on a déjà des images de Phobos par Mars Express. Avouez que ces images, c'est incroyable. On a ce cratère qui s'appelle Stickney, qui est en fait du nom de la femme de celui qui a découvert Phobos. Je ne sais pas si j'aurais donné le nom de la cratère à ma femme, mais bon. En tout cas, voilà. Et il y a plein de structures magnifiques qu'on cherche à comprendre. Et on va surtout, alors je ne vais pas évoquer l'origine de Phobos, etc., mais voilà, on veut faire ça. Et franchement, je pense que, quoi qu'il arrive, parce que bien sûr qu'il y a un risque que ça ne marche pas énorme, je trouve génial que le CNES se soit lancé avec le DLR, mais le CNES, dans cette aventure de faire un rover qui sera le premier à atterrir sur la Lune de Mars. Je voudrais finir simplement pour souligner l'aspect humain de ces aventures et surtout le fait que, bon, j'ai un livre qui sort le 11 octobre, si vous voulez, c'est chez Odile Jacob, voilà, et il fait bon vivre ses aventures à Nice.
Et je tiens encore à remercier Monsieur le maire qui soutient énormément nos activités. Et bon, il y a des choses qui ne dépendent pas de lui, c'est la luminosité magnifique qui fait venir les peintres, le climat, mais la ville elle-même, je dois dire qu'elle est très très agréable à lui grâce aux efforts qu'il fait à ses services. Je ne ferai pas de politique, peu importe ce qu'on pense, mais c'est quand même des gens qui se dévouent 24 heures sur 24 à leurs tâches. Quand il y a un problème, le téléphone, c'est eux qui se lèvent, c'est pas nous. Donc je crois qu'on doit les remercier et le résultat pour moi est là. Nice est vraiment une ville géniale à vivre et ça se sait dans le monde entier. Merci beaucoup.